Chers amis d'Omerta, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien. Avant de démarrer, je vous rappelle la présence en kiosque et en vente sur notre site internet du dernier hors-série d'Omerta, Ukraine, la guerre sans fin. Dans ce magazine, que vous ne trouverez nulle part ailleurs, eh bien, vous allez pouvoir retrouver 3 ans de reportages de terrain réalisés par l'ensemble des équipes d'Omerta, mais aussi les analyses, les expertises des meilleurs spécialistes de terrain. C'est important parce que dans les commentaires qu'on peut entendre à droite à gauche, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais mis un pied sur le terrain, qui ont des analyses un peu abstraites, coupées de la réalité des choses. Et donc dans ce magazine, comme dans chaque magazine d'Omerta, nous faisons appel à des personnalités de référence qui savent ce qui se passe réellement sur le terrain et la vérité des choses qu'on ne vous montre pas souvent dans les médias mainstream. Parmi ces meilleurs experts, j'ai le plaisir de recevoir Aymeric Choprade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géopolitologue bien connu. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont 2 qui font référence. D'abord la Bible de la géopolitique, constante et changement dans l'histoire, édité aux éditions Ellipse. Et puis l'Atlas du choc des civilisations, aussi aux éditions Ellipse. Aujourd'hui, je vous reçois pour un entretien d'actualité. L'actualité géopolitique, l'actualité internationale est riche en ce moment. On va démarrer par l'Ukraine, puisque Vladimir Poutine cherche vraisemblablement à gagner du temps dans des négociations qui se passent d'ailleurs plutôt bien avec l'équipe Trump, et qui vient d'annoncer que, comme préalable à une trêve de 30 jours, eh bien, il demandait l'arrêt de la fourniture d'armes et d'équipements et de renseignements des pays occidentaux à l'Ukraine. Alors, est-ce que ça vous paraît raisonnable comme demande pour pouvoir obtenir une trêve et quel est votre regard sur ces négociations ? D'abord, la demande est assez logique parce que quand on veut une trêve et qu'on veut stopper des combats, c'est plutôt logique de demander d'arrêter le support justement pour ces combats. Il n'y a pas de raison de continuer à alimenter la guerre à partir du moment où on se met dans une posture de trêve. Mais ce qui est important surtout à mon avis, c'est que Vladimir Poutine, les Russes, veulent un règlement durable. Ils ne veulent pas tomber dans un piège qui consisterait à faire gagner du temps à l'Ukraine pour essayer de restaurer des positions que l'Ukraine a perdues. Parce que la réalité du terrain, c'est que la Russie a plutôt l'avantage. La Russie consolide des positions, reprend des positions bien sûr sur son territoire à Koursk, des positions perdues, et consolide petit à petit les fameux 4 oblasts qui sont importants pour elle puisqu'ils ont été annexés. C'est ça l'objectif, c'est de consolider la souveraineté, d'arriver finalement à obtenir une validation de la souveraineté russe sur ces 4 oblasts qui sont russophones de l'Est de l'Ukraine. L'objectif n'a jamais été d'envahir toute l'Ukraine ou d'occuper toute l'Ukraine. On voit aujourd'hui d'ailleurs ce qui avait été dit par certains, dont moi, dès le début, c'est-à-dire que les objectifs de la Russie sont des objectifs sécuritaires. Ce ne sont pas des objectifs impérialistes, ce sont des objectifs de sécurité par rapport à l'OTAN, bien sûr, par rapport à sa sphère d'influence et par rapport à des territoires russophones dont il fallait protéger la population. Et on revient sur cette logique. Et Poutine veut simplement ça, c'est-à-dire mettre les Américains dans la situation où il sera discuté l'acceptation d'une nouvelle frontière, en quelque sorte, conforme à l'histoire et qui permettrait de rétablir un équilibre géopolitique plus conforme, plus stable, en fait, dans la durée par rapport à l'Ouest. Et donc, faire une trêve pour la trêve, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on peut comprendre les attentes de Poutine de ce point de vue. Comment est-ce que vous expliquez que les Européens, avec la défaite de Biden, aient repris le flambeau d'une aide à l'Ukraine radicale, puisque que ce soit les Anglais, les Allemands et surtout les Français, on est devenus des soutiens quasi inconditionnels. On a aligné notre politique étrangère sur une politique atlantiste, mais finalement sans les Américains. Comment est-ce vous qui avez été aussi député au Parlement européen, comment vous expliquez cette radicalisation des Européens ? D'abord, le narratif européen
Européens au sens Macron-Van der Leyen. Ce n'est pas tous les Européens non plus. Ce n'est pas l'Italie, ce n'est pas la Hongrie, ce n'est pas un certain nombre de pays un peu plus pragmatiques comme l'Autriche, etc. Mais c'est vraiment Van der Leyen et Macron. Et du côté hors Union européenne, bien sûr, le Royaume-Uni qui pousse à la guerre depuis longtemps, qui joue un rôle extrêmement moteur dans l'approche belliciste des choses. Le narratif européen en question est absolument irrationnel, contradictoire, sur deux plans. Le premier plan, c'est que d'un côté, on nous explique depuis des mois, voire des années, que la Russie est incapable de progresser d'un kilomètre, qu'elle n'y arrive pas, qu'elle est mise en échec par l'Ukraine. Et en même temps, on nous dit que la Russie serait susceptible d'attaquer la France, que c'est une grande menace pour l'Europe de l'Ouest, etc. Donc première énorme contradiction. Deuxième contradiction, on nous dit on nous disait il fallait les États-Unis dans cet affrontement pour soutenir l'Ukraine. On n'y arrivait donc pas avec les États-Unis pour gagner contre la Russie. Et maintenant, les Européens y arriveraient sans les États-Unis, alors qu'ils n'y arrivaient pas avec les États-Unis. Donc ça va être assez compliqué de justifier. Donc déjà, il y a un narratif qui est complètement irréel, stupide, et qui ne trompe que les imbéciles, manifestement, mais apparemment il y en a quand même un certain nombre, malheureusement. Et voilà, alors ce qui est tragique, si vous voulez, c'est qu'on est complètement en dehors de la réelle politique, parce que l'intérêt de l'Europe, l'intérêt des Européens, c'est la paix, c'est une sortie de crise. Il y a eu des centaines de milliers de morts dans ce conflit. Il y a eu des morts russes, il y a eu des morts ukrainiens. L'Ukraine est tragiquement affaiblie. C'est un pays qui a amputé d'une grande partie de ses hommes et en particulier de sa jeunesse. Tout ça pour rien, tout ça pour revenir à ce qui aurait dû être fait dès le départ, c'est-à-dire un partage territorial, un partage géopolitique aussi d'influence, et respecter la sphère d'influence de la Russie par rapport aux avancées de l'OTAN. Et donc l'Europe, mauvaise joueuse en quelque sorte, est dans une posture vraiment à la fois idéologique et de mauvais joueur. Ce n'est pas du tout de la réelle politique. C'est qu'à partir du moment où Poutine et Trump discutent pour trouver les bases d'un règlement durable de cette guerre horrible, on a des leaders européens qui, simplement pour exister, vexés en quelque sorte du revirement des États-Unis depuis l'élection de Trump, se mettent dans une posture incroyable et insensée, parce que du point de vue vraiment de la sécurité des Européens de l'Ouest, la posture de Macron est une posture dangereuse, c'est une posture belliciste complètement insensée qui n'a absolument aucun sens. Et on ne voit pas d'ailleurs concrètement sur quoi ça peut déboucher. Il est dans une posture qui est, il faut le dire, ridicule. Alors, on peut-être que l'explication, c'est simplement une posture à usage interne. C'est peut-être ça l'explication. Il sait très bien que la France ne peut pas faire grand-chose, que l'Europe ne fera pas grand-chose, mais pour garder le pouvoir, pour mettre en place les conditions d'un discours qui lui permettrait de durer ou éventuellement de prolonger son mandat, il veut placer la France dans une espèce d'état d'exception qui lui permettrait de mettre entre parenthèses la démocratie ou le bon déroulement du jeu démocratique. Moi, c'est l'hypothèse, la seule hypothèse rationnelle que je vois, c'est une hypothèse machiavélienne au sens de Machiavel, c'est-à-dire vous avez un problème intérieur, agiter la menace extérieure pour faire diversion, pour tromper, pour berner votre population, ce que Machiavel écrivait déjà avec Le Prince, qui est une vieille recette de la politique qu'il essaie d'appliquer. Alors comme son électorat est un électorat de gens plutôt âgés, mais ils sont nombreux, et qui suit la propagande des chaînes, des principales chaînes d'information, TF1, LCI, BFM, ça peut fonctionner. Il a gagné 5 points dans les sondages, hein, donc malheureusement, ça peut fonctionner un peu. Oui, parce que ce soit le président Macron ou d'ailleurs le ministre de la Défense Sébastien Lecornu, on les voit, le visage grave, marqué, Oui, l'air martial, ouais, le petit poing serré sur le. c'est ça. On a l'impression que les Russes sont quasiment, quasiment l'Alsace-Lorraine là. Ils sont à la frontière Oui, oui. et ils vont attaquer quoi. Ben, on voit, vous avez vu cette image, Charles, assez incroyable avec Macron
en quelque sorte, quasiment sur le bouclier gaulois soulevé par des militaires. D'Abrara Coursix. Bah, ouais, c'est un peu ça l'image. Mais l'image est venue parce qu'il émerge. Il émerge Sur la base aérienne, voilà, avec de militaires qui regardent leur leader maximum. C'est la mise en scène, c'est une mise en scène. Bien sûr, on est dans la mise en scène, mais elle est ridicule. Elle est ridicule parce que ça fonctionnait un peu à l'époque où Bush, George W. Bush mettait son blouson militaire, etc., sur un porte-avions. C'est quand même les Américains. Donc, au début de la guerre en Ukraine, il apparaît, je crois, le lendemain de l'invasion. Il a une barbe de 3 jours, un sweat des forces spéciales, et il apparaît dans le palais de l'Élysée, pris comme ça entre deux portes, l'air grave, fatigué. C'est beaucoup de mise en scène. Hein. C'est beaucoup de mise en scène, mais le problème, c'est que la communication, ça peut marcher, mais quand ça tourne au ridicule, c'est quand même assez problématique. Et c'est le cas. Et ce qui est tragique, on en rit, parce qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais c'est la France qui perd de la crédibilité dans tout ça, parce que ça n'a aucun sens, cette politique. Ça ne peut pas marcher. On ne voit pas comment, si Trump et Poutine, et c'est souhaitable, trouvent une issue pour sortir de cette guerre, on ne voit pas ce que les Européens peuvent faire. Ils vont envoyer quoi, 10 000 hommes, comme le dit Stammer et Macron, pour faire quoi, en fait? Ce qui est fou quand même, c'est que en préambule, vous êtes géopolitologue, mais de terrain, c'est-à-dire vous connaissez bien l'international, vous avez fait beaucoup de pays compliqués, le Liban, le Somaliland, beaucoup de pays d'Afrique, beaucoup de pays du Maghreb, beaucoup de pays moyen-orientaux. On a l'impression que ce soit Macron, le Cornu, ou la plupart des gens qui commandent cette guerre, en fait, c'est devenu quasiment une pièce de théâtre où chacun veut avoir un rôle et où tout ce qui se discute, on parle de choses très graves, on alerte les Français, mais qu'en réalité, on joue avec les peurs. Que ce soit les politiques ou les plateaux de télévision, c'est quand même, tout ça est quand même pris très à la légère sur un ton très grave. Mais ce qui est vraiment regrettable, c'est que ces gens jouent avec la crédibilité de la France. Parce que n'oublions pas que tous ces discours, c'est d'abord la manière dont la France est perçue à l'international. Comment a-t-elle perçue aujourd'hui d'ailleurs? Elle est perçue comme non crédible, parce que tout le monde sait bien que c'est de l'agitation, c'est de la mise en scène et que c'est ridicule. Et ça c'est assez grave, parce que miner les bases de la crédibilité de la France, ça c'est grave. Après, jouer en interne, manipuler comme il le fait la population pour des raisons politiciennes, ça, je dirais classique, c'est pas le premier qui fait ça. Il y en a eu d'autres avant lui. Mais là, le problème, c'est qu'en plus, ça a un impact à l'extérieur. C'est que c'est vu à l'extérieur, et qu'à l'extérieur, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Qu'est-ce qu'il fait? Vous connaissez bien, par exemple, l'Autriche. Est-ce que les Autrichiens, les Viennois, ressentent cette peur que Emmanuel Macron décrit aux Français? Non, mais beaucoup d'Autrichiens, non, bien sûr, c'est un des pays pragmatiques que je citais. L'Autriche, c'est un pays qui est prudent en matière de politique étrangère, qui sait très bien que l'agitation, ça mène à rien, et qui a plutôt envie d'un règlement. D'ailleurs, à Vienne, vous parlez de Vienne, il y a beaucoup de Russes, il y a beaucoup d'Ukrainiens, il y a un souhait de retrouver une normalité, et si les États-Unis peuvent contribuer à ça, les Autrichiens ne sont pas très loin de la position allemande, parce qu'en réalité, les Allemands, je parle pas de la CDU et de la branche atlantiste, mais beaucoup d'Allemands souhaitent depuis longtemps un règlement de la question, ne serait-ce que parce que l'économie allemande est minée par ce conflit. C'était un piège américain de l'époque de Biden que la guerre d'Ukraine, puisqu'elle a contribué à miner la compétitivité de l'industrie allemande, qui avait accès à une énergie pas chère avec la Russie. Et la politique de sanctions, on sait qu'elle a contribué aussi plutôt à renforcer la Russie qu'à de l'affaiblir, et elle a affaibli les Européens. Donc aujourd'hui, il y a toute une partie pas seulement de l'AfD, de l'électorat allemand, mais aussi de gens pragmatiques de la CDU qui sont liés à l'industrie en Bavière, etc., qui pensent qu'il faut sortir de ce conflit, et que l'agitation anglo-française ou franco-anglaise, comme on veut, ne mène à rien, qu'elle est ridicule et qu'elle est dangereuse aussi, parce que plus ridicule que dangereuse en réalité, parce que je ne suis pas sûr que Poutine prenne ces gens au sérieux et leurs menaces au sérieux. Donc.
Il y a un autre sujet brûlant dans l'actualité, c'est la relation franco-algérienne. Mhm. On voit qu'il y a un rapport de force qui s'est installé. Euh, Est-ce qu'à votre avis, la position du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui assume ce rapport de force et qui visiblement s'en donne les moyens, était la bonne chose à faire? Ou est-ce qu'il faut euh, adopter peut-être une position plus diplomatique, plus conciliatrice, comme celle que semblent adopter François Bayrou et Emmanuel Macron, qui d'ailleurs sur le dossier de l'Algérie n'a cessé depuis sa première campagne, je crois, en 2017, de faire acte de repentance systématique et régulièrement. Ben, on sait que la politique de repentance et la politique de faiblesse n'a jamais marché avec l'Algérie. Et pourquoi? Parce que c'est un régime qui fondamentalement a une haine pour la France, pour des raisons historiques, parce que l'Algérie a été en grande partie en tant que nation fondée par la France. Elle est intrinsèquement... l'Algérie a été une extension d'empire, elle a été partie intégrante de plusieurs empires. C'était pas une vieille nation comme le Maroc. Donc il y a un peu un complexe. L'Algérie est un pays, il y a beaucoup de gens de grande qualité en Algérie. Il y a des gens très bien éduqués, etc. C'est pas le sujet. Je suis pas en train de critiquer le peuple algérien. Je suis en train de critiquer le régime algérien qui fonctionne sur deux ennemis pour pallier à ses faiblesses et pour masquer ses faiblesses intérieures, qui sont l'immense corruption et le détournement de la manne pétrolière et gazière, qui devrait être normalement consacré au développement de l'Algérie et des Algériens. Et depuis tant d'années, en fait, ce vol qui est fait du peuple algérien par le régime algérien est masqué par l'agitation de deux ennemis que sont le Maroc et la France. Et ça fonctionnait, c'est un peu une recette éculée, mais ça a fonctionné. Et aujourd'hui, face à ça, la seule solution, c'était de faire, mais c'est pas seulement une posture. Le problème, pour l'instant, Bruno Retailleau est dans la bonne ligne, mais il est plus dans la posture que dans l'action. Il y a un moment donné, il va falloir prendre des décisions. Les décisions, c'est de taper là où ça fait mal, c'est-à-dire dans la liberté de mouvement, notamment des diplomates, d'un certain nombre de gens qui ont des passeports diplomatiques algériens, qui à la fois tapent sur la France, mais sont bien contents de venir profiter du système de santé français, de tout un tas d'avantages dont ils peuvent bénéficier ici. Et donc il faut tout faire pour qu'il y ait une exécution des OQTF qui soit possible et que les Algériens reprennent les gens qui doivent reprendre, ou qui sont des criminels en l'occurrence. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de trouver des moyens de coercition forts vis-à-vis de l'Algérie. Il n'y en a pas d'autre. Vous pensez que la France en a? Bah oui, il y en a parce que bon, les relations entre la France et l'Algérie sont quand même assez développées parce qu'il y a une population de 6, 7, 8 millions de franco-algériens. Donc c'est considérable. Il y a des mouvements qui sont importants. Le gouvernement français a peur de ça. La réalité, c'est qu'il a peur. Ceux qui défendent la politique de faiblesse, de diplomatie, mais qui en fait une politique de faiblesse, sont simplement ceux qui ont peur de la réaction de ces millions d'Algériens qui peuvent, pour certains, se comporter comme une cinquième colonne du régime algérien. Et c'est cette peur-là. Mais cette peur, bien sûr, ce problème et ce risque existent. On ne peut pas le minimiser. Mais en tout cas, la pire des politiques, c'est la politique de la peur. Et c'est de rester dans ça, dans l'inaction. Il faut se faire respecter. Est-ce que la France ne paye pas aussi dans ce rapport de force, dans cette crise diplomatique qu'on n'a jamais connue d'ailleurs depuis quasiment la signature des accords d'Évian, la reconnaissance du Sahara occidental comme terre marocaine? Oui, évidemment, bien sûr. Les Algériens n'ont pas digéré. C'était un des points positifs. Il y en a quand même quelques-uns dans la politique du président Macron. C'est qu'après avoir cru de manière illusoire dans la possibilité de privilégier l'Algérie sur le Maroc, il a fait volte-face et finalement il est arrivé à la conclusion qui était évidente que le Maroc est un partenaire stratégique solide pour la France, un pôle de stabilité pour le Maghreb et dans la sécurité en Méditerranée. Et il a reconnu cette marocanité du Sahara, ce qui est d'ailleurs une tendance de fond. Hein. Il y a énormément d'États qui, les uns après les autres, et les États-Unis bien sûr, qui ont reconnu
Mais il faut reconnaître aussi que même un pays comme la Russie, qui a des relations assez développées avec l'Algérie, garde un équilibre entre l'Algérie et le Maroc. Il ne faut pas l'oublier. La Chine a aussi de bonnes relations avec le Maroc. Donc oui, nous payons ça. Nous payons le fait que la France a fait un choix assez clair sur la marocanité du Sahara. Et le régime algérien ne le supporte pas. Mais il faut garder notre cap, il faut se faire respecter. Et sur la question de l'expulsion des criminels, il faut être intraitable et il faut trouver des mesures de rétorsion. C'est-à-dire qu'on nous empêche de faire ceci, ben on empêche l'Algérie de faire cela. Il n'y a pas d'autre solution, j'en vois pas. Il n'y a pas de solution idéale. Est-ce que Emmanuel Macron ou le gouvernement français peut, dans ce rapport de force, compter sur Bruxelles et sur l'Union européenne pour se joindre aux côtés de la France dans ce rapport de force, ou est-ce qu'on va rester seul? Pas du tout. Si vous voulez, il n'y a pas de politique européenne. Quand il y a une politique européenne, quand on parle de l'Europe et du Maghreb, en général, c'est pour des éléments de perturbation. C'est-à-dire que c'est la Cour internationale, la Cour de justice européenne qui, par des arrêts très très curieux, tout d'un coup interrompt et parasite la relation, le partenariat économique entre le Maroc et l'Union européenne. Donc, il y a une politique commerciale de l'Union européenne, il y a une politique commerciale réelle, mais il n'y a pas une vraie politique étrangère cohérente, donc il n'y a pas d'interférence de ce point de vue. Je dirais qu'il y a des politiques nationales assez claires. En revanche, encore une fois, c'est plutôt des éléments de perturbation qui viennent de la Cour de justice européenne, sous l'influence de lobbies, d'ONG qui ont porté plainte pour essayer d'affaiblir la relation UE-Maroc. Justement, sur les grands dossiers européens qui concernent les Français en premier lieu, il y a cette question de l'immigration illégale. Vous qui avez siégé au Parlement européen, est-ce que l'Europe pourrait faire plus pour renforcer ses frontières et pour rapatrier les migrants illégaux qui se trouvent essentiellement en Europe occidentale d'ailleurs, parce que les pays d'Europe de l'Est en ont finalement récupéré assez peu. Est-ce qu'il est possible de faire plus? Vous savez, une politique, c'est toujours au service d'une vision. Si la vision, je dirais, dominante au sein des gouvernements européens consiste à considérer que les Européens, en tant que population de natifs, n'ont pas vraiment d'avenir et qu'ils ont vocation à être remplacés en grande partie par des populations extra-européennes, ce qui est la pensée dominante de beaucoup de gens dans les institutions européennes, dans les gouvernements européens, on va pas y arriver. C'est-à-dire que les tentatives ou les gesticulations qui sont faites en matière de sécurité migratoire sont des concessions qui sont faites aux peuples européens, parce que les peuples européens votent, on le voit bien, en faveur de l'identité et de la sécurité de plus en plus. Les peuples européens ne veulent pas ces populations extra-européennes qui nuisent à leur sécurité, qui créent des perturbations considérables dans les sociétés européennes. Et parce qu'il y a une peur de la part de cette caste dominante européiste, des gouvernements dits populistes, alors ils font un certain nombre d'actions ou de déclarations en faveur de la sécurité. Mais le fond de l'affaire, et c'est un point intéressant parce que ça nous ramène à cette dichotomie qui existe maintenant, cette contradiction avec les États-Unis. Trump arrive avec un autre projet. Il arrive avec un projet, l'essence du Trumpisme en fait, qui est un populisme américain. Pour moi, l'essence du Trumpisme, c'est le livre de Samuel Huntington, Who Are We? Qui sommes-nous? C'est-à-dire c'est une réflexion sur l'Amérique des WASP, des White Anglo-Saxon Protestants, qui dit on est en train de perdre notre identité, on est en train d'être remplacé par des populations non européennes. Et quelque part, Trump, il arrive avec une vision un peu européenne boréale, c'est-à-dire qu'en fait, il veut restaurer cette dimension européenne de l'Amérique et il veut parler à la Russie, qui est aussi une nation boréale. Ce qui s'oppose aussi au projet, c'est un autre sujet, mais au projet multipolaire et des BRICS de Poutine. Donc ils ont des projets assez distincts et concurrents. Mais ce que je veux dire, c'est que là où l'Amérique de Trump a une vision qu'on pourrait qualifier non pas de raciste, mais d'un peu racialiste au sens
l'Amérique des Européens encore Identitaire, un avenir ouais. identitaire. Les Européens, la caste européiste dominante, n'a pas du tout cette vision. Elle a une vision complètement cosmopolite, complètement, comment dire, remplaciste. Fédéraliste aussi, non? Fédéraliste, bon, bien sûr, c'est anéantir les souverainetés nationales, mais c'est anéantir les identités nationales. Et ce qui est vu comme le mal absolu, c'est le populisme, c'est-à-dire ce qui est en soi une réaction vitale, une réaction de survie face à des dynamiques de remplacement de population qui sont des dynamiques démographiques, des réalités démographiques. Alors on voit qu'en Europe, il y a un réveil on peut appeler ça des conservateurs, que ce soit évidemment depuis longtemps en Hongrie, mais aussi en Allemagne, en Roumanie, en Italie évidemment, avec Giorgia Meloni. Qui s'aligne en partie effectivement sur le couple Poutine-Trump, qui ont d'un certain point de vue même vous parliez d'une vision de l'Europe boréale, une vision comment dire, commune de ce que sont les peuples européens, qu'ils soient aux États-Unis ou en Russie, dans l'extrême Est. Est-ce que cette dynamique rend possible un autre Occident qui n'est pas wokiste, qui n'est pas fédéraliste, qui n'est pas mondialiste, cosmopolite? Est-ce qu'un autre Occident est possible avec cette dynamique? Mais justement, c'est une très bonne question. Ça nous ramène à la question boréale. Ce n'est plus l'Occident. C'est-à-dire c'est le retour dans l'histoire des civilisations de ce qui reste des Européens, des mondes européens. Je dis bien des mondes européens avec des spécificités. Il y a des nations, la Russie, même si la Russie est aussi une puissance eurasiatique. Hein. On peut défendre, vous savez, il y a deux dimensions. Hein. On peut défendre aussi l'eurasianisme. C'est une autre histoire. Mais en tout cas, globalement, dans la vision de Trump, je pense qu'il y a une dimension européenne au sens de la population de souche des Européens. Et c'est une préoccupation qu'il a lui-même probablement dans son projet. Mais il y a un autre projet concurrent qui est porté par Poutine, qui est un projet de défense des souverainetés et de la multipolarité, qui n'est pas un projet européen en tant que tel, mais qui est un projet d'équilibre géopolitique du monde, fondé sur le respect des souverainetés. Bon. Et ces deux projets, qui ne sont pas antagonistes, mais qui sont distincts, Trump-Poutine, qui peuvent s'entendre et trouver des points de convergence, notamment pour faire la paix et pour respecter les nations, pour respecter les logiques géopolitiques de puissance, etc., face au mondialisme. Le mondialisme aujourd'hui, de façon peut-être un peu simplifiée, mais c'est la réalité, le mondialisme, son moteur principal est devenu principalement et même uniquement l'Union européenne. Là où il y avait l'état profond des démocrates plus l'Union européenne, maintenant il y a l'Union européenne qui est le moteur du mondialisme, comme projet d'effacement des nations, comme projet d'effacement des grands équilibres géopolitiques, comme projet d'effacement des identités et du droit des peuples à défendre leur identité dans la ligne de leurs ancêtres, etc. Et pour moi, c'est ça le grand sujet. Le grand sujet, il est là. Il faut arrêter la broyeuse en Ukraine, la broyeuse qui tue tant de gens pour arriver à un accord et une discussion entre les Russes, les Américains et tous ceux qui, que ce soit les Chinois, les Indiens, etc., défendent la souveraineté, l'identité et qui refusent le mondialisme. Et la protection et l'avenir des Européens d'Europe passe par l'élimination du projet mondialiste qui est aujourd'hui porté par les institutions européennes. Donc, quand on me dit que c'est une chance finalement que Trump aille vers Poutine parce que, ou discute avec Poutine parce que ça va forcer les Européens à créer une Europe de la défense, etc. Mais si c'est pour servir le mondialisme, qui est un outil de destruction de nos identités européennes, ça ne m'intéresse pas. En tant qu'Européen, en tant que Français et Européen, ce qui m'intéresse, moi, c'est bien sûr la puissance de la France, la puissance de l'Europe et l'identité de l'Europe. Ce n'est pas de défendre un projet complètement mondialiste.
Oui, parce que durant les 2 années et demie de conflit en Ukraine, on a vu que cette question de l'Europe puissance, de tout le discours qu'on entend en ce moment sur les plateaux de télévision, que porte Emmanuel Macron, que porte Ursula von der Leyen, d'indépendance par rapport aux États-Unis, d'Europe puissance, etc., qui aboutit au fédéralisme. D'ailleurs, Emmanuel Macron ne s'en cache pas, il l'a dit récemment. Tout ça ne posait aucun problème. L'alignement avec Joe Biden et l'administration démocrate, on n'entendait pas ces discours, on n'entendait pas ces arguments. Il n'y avait pas de volonté, il n'y avait pas de nécessité de se réarmer, de puissance, etc. Il n'y avait pas besoin d'Europe de la défense contre Biden. Tout d'un coup, c'est parce que c'est Trump, il faudrait une Europe de la défense. Mais je vais vous dire, Charles, moi je ne crois pas de toute façon que s'il lève de l'argent, s'il lève, il y a une levée financière et un objectif, que ça serve réellement la défense. À mon avis, le problème principal, c'est la dette. On est aux limites. Et l'objectif, c'est de capter de la richesse et de l'épargne des Français et des Européens pour essayer de limiter la casse en matière de dette. C'est probablement pas de renforcer la défense. Alors je peux me tromper, mais j'y crois assez peu. Ce narratif, c'est de faire croire qu'il y a une menace pour justifier l'augmentation des budgets de défense. Mais je suis convaincu que l'argent qui sera pris aux Français, il n'ira pas dans plus de Rafale, plus de porte-avions au lieu d'un, etc. Je pense que c'est de l'argent qui va servir à continuer à mettre en face en fait, de l'endettement pour ne pas se faire trop massacrer par les agences de notation, les Standard & Poor's et autres, et continuer à exister avec des notes pas trop mauvaises sur les marchés financiers. Alors, autre point chaud de l'actualité, évidemment, c'est la Syrie et son environnement proche. Il y a 2 semaines, il y a une série de massacres perpétrés sur des minorités, qu'elles soient alaouites, chrétiennes et un peu druzes, même si les Druzes ont réussi à les éviter en se protégeant. Il y a les interventions israéliennes, il y a la nouvelle administration Trump, il y a le retour ou pas des Russes dans le jeu syrien. Est-ce que ce qui se passe en ce moment en Syrie, la prise du pouvoir par le HTC et ce début d'administration par son leader Al-Jolani et ces récents massacres vous ont surpris? Malheureusement, non, il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire à partir du moment où certains défendent l'arrivée au pouvoir d'un islamiste, un ancien islamiste absolument extrémiste, quoi. Il n'y a pas de surprise. Il y a des massacres de minorités non sunnites, chrétiennes, alaouites, et c'était malheureusement prévisible. Même si ça a été un peu maquillé au début, on nous a dit qu'il était pragmatique, qu'il allait ne pas s'attaquer à ces populations, mais on voit bien que ce n'est pas ce qui se passe. Et alors il y a un deuxième scandale dans cette affaire, c'est qu'il y a un comportement véritablement négationniste, et je pèse mes mots, de la part de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a une inversion totale des responsabilités. C'est-à-dire que c'est bien la responsabilité du pouvoir de Al-Jolani, ces massacres, et Van der Leyen et des technocrates européens nous font croire que ces massacres seraient le fait de pro-Bachar. Dans quel but ? Parce qu'évidemment, ils sont dans la mauvaise foi totale. Ils sont en train de financer, ils annoncent des financements, des aides financières importantes de plus de 200 millions de dollars, si je ne me trompe pas, ou 250, pour ce gouvernement qui est un gouvernement d'islamistes. Et donc, évidemment, ils ne peuvent pas assumer que ce gouvernement islamiste massacre des minorités. Donc, ils racontent n'importe quoi, tout simplement n'importe quoi. Et ça passe crème, malheureusement, parce que les gens ne sont pas spécialistes de la Syrie. Donc, comment ils vont vérifier qui tue qui ? Mais on est arrivé dans un stade quand même qui est quand même délirant. C'est-à-dire qu'on a des communiqués officiels de l'Union européenne déclarant que les massacres sont faits par des pro-Bachar, alors qu'on sait que c'est absolument faux. Comment vous expliquez ce 2 poids 2 mesures de la diplomatie européenne qui se part systématiquement, quand ça l'arrange, dans les habits des droits de l'homme, du droit international, etc., et qui, sur certaines questions, ferme les yeux et carrément dans le déni ou dans le mensonge?
Bah, je pense qu'en fait, c'est une politique c'est un canard sans tête. Il court, il a perdu sa tête, il y a plus de but. Et en plus, ils ont perdu le soutien des États-Unis. Donc, ces gens ne savent plus où ils vont. Avant, ils suivaient une ligne qui consistait à venir abonder dans le sens des États-Unis. Aujourd'hui, il y a une politique qui est quand même relativement distincte et ils ne savent plus où ils vont. Donc ils sont dans une dérive idéologique qui les mène même au déni sur un certain nombre de faits, d'exactions, de massacres. Mais ça, c'est quand même assez nouveau. Enfin, ce qui est nouveau, c'est vraiment, alors l'inversion, pas tout à fait, mais dire vraiment, désigner explicitement une entité comme responsable de massacre alors qu'elle ne l'est pas, c'est un mensonge pur et dur dans des communiqués, c'est quand même assez étonnant, quoi. Là, c'est une alliance un peu, on parlait d'Europe fédéraliste, on parlait de mondialistes qui viennent en soutien d'un régime islamiste. C'est quand même... comment est-ce qu'on peut comprendre Oui, les choses? bah, C'est quand même, déjà ce régime, bon, je l'avais dit, je crois, dans un entretien précédent d'Omerta, parce que quand on parlait de la Syrie, c'était, je crois, avec Régis Le Sommier, et on avait parlé sur l'origine du HTC, qui est-ce qui soutenait, etc. Moi, je disais que le HTC, c'était essentiellement une émanation à l'époque de la politique américaine et de la politique israélienne, qui avait mis en place ce système pour se débarrasser, pour casser l'axe en fait Hezbollah, Syrie, Bachar et Moscou. Iran, parce que plus la Russie, bien sûr, présente, casser cet axe et avoir des alliés. Et je pense que dans la galaxie complexe des islamistes, Al-Jolani avait été recruté je ne sais quand, et il était essentiellement l'homme des Israéliens. Donc il s'est retrouvé et évidemment, les Israéliens, après, avaient besoin de quelqu'un de relativement présentable. Ils ne pouvaient plus rester dans les habits d'origine d'Al-Qaïda donc il y a eu une évolution qui s'est faite. Il y avait la Turquie aussi dans le paysage qui a soutenu, mais l'entité HTC, pour moi, c'était davantage les Israéliens que la Turquie. Donc on a ce pouvoir qui est une sorte d'émanation des intérêts israéliens, américains de l'époque de Biden dans la région, avec quand même sur le Moyen-Orient une certaine continuité de la politique américaine, là pour le coup, par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Parce que on ne peut pas dire que Trump est rompu avec l'alliance évidemment avec Israël et reste très très solide pour l'instant. Trump a même donné un feu vert aux Israéliens pour reprendre les bombardements à Gaza. Il a redonné des feux verts pour livrer des armes. Bon. Donc pour l'instant au Moyen-Orient ça bouge pas. La cible des Américains, des Israéliens, c'est l'Iran. Et donc on va voir ce qu'ils font. D'un côté, on a Rubio qui dit ça va pas, ils sont en train de massacrer, les gens d'Al-Jolani sont en train de massacrer des chrétiens, ça va pas du tout. Mais c'est un Américain qui dit ça. Et d'un autre côté, les gens qui massacrent sont un peu des gens qui ont été installés aussi par les Israéliens, les gens de Al-Jolani. Donc je pense qu'il y a des contradictions aussi dans la politique américaine que Washington va devoir gérer. Mais ces contradictions sont mineures en fait par rapport à la cible principale des États-Unis et d'Israël au Moyen-Orient, qui est l'Iran, et l'Iran surtout nucléaire, empêcher la perspective d'un Iran nucléaire pour maintenir l'exclusivité d'Israël en tant que puissance nucléaire au Moyen-Orient, puissance conventionnelle très importante, mais puissance exclusive dans le domaine de l'arme nucléaire au Moyen-Orient. Ça, c'est un axe qui, à mon avis, ne va pas trop bouger, même s'il y a des nuances, bien sûr, dans l'administration Trump par rapport à ce qui se faisait avant. Est-ce que la Russie est affaiblie dans ce Moyen-Orient compliqué? On voit qu'elle a malgré tout réussi à conserver ses bases navales, ses bases militaires, notamment à Tartous. Comment vous voyez l'avenir de la Russie dans cette zone où elle conserve quand même une influence certaine? Oui, bien sûr. On ne peut pas dire c'est quand même pas un point positif la chute de Bachar pour la Russie, c'est évident, parce que c'était quand même plutôt un allié. Mais c'est un allié qui commençait à fatiguer aussi Moscou. Et je pense que les Russes, qui sont très pragmatiques, avaient fait le calcul que le régime était moribond et qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour ce régime. Mais quand même, il y a eu une sorte de blitzkrieg d'Al-Jolani
que je m'explique uniquement par le support américano-israélien. La rapidité avec laquelle le régime est tombé et cette entité HTC a pu conquérir le pouvoir en se distinguant des autres entités, ça je l'explique par un appui clair, probablement de renseignements et de drones, etc., de la part des Américains et des Israéliens. Mais les Russes, ils s'en tirent pas trop mal. Ils ont réussi à sauver les meubles, ils ont réussi à sauver la base, les deux bases stratégiques, parce que c'est important en Méditerranée. Et je pense que comme ils sont très forts en échec et d'une façon générale en réel politique, ils arrivent toujours avec des positions basses à remonter, parce qu'ils ont des fondamentaux qui sont très solides en politique étrangère. Ils ne sont pas dans l'émotionnel, ils sont dans la durée. Ils font vraiment de la réelle politique, et donc à mon avis, et puis ils ont beaucoup de cartes à leur jeu au Moyen-Orient. Hein. Ils ont beaucoup de pays avec lesquels ils ont des relations solides, l'Égypte par exemple. Bon. Donc il y a un certain nombre d'acteurs qui peuvent les aider à reconstruire la position géopolitique au Moyen-Orient. Aymeric Choprade, merci pour cet entretien. Chers auditeurs, je vous rappelle de vous procurer 2 ouvrages de référence, Géopolitique constante et changement dans l'histoire, et l'Atlas choc, chronique du choc des civilisations, les 2 ouvrages édités chez Ellipse. Je vous remercie et je vous dis à très vite.